Marc Crépon est directeur de recherche au CNRS et professeur de philosophie à l'École normale supérieure, auteur d'ouvrages de philosophie autour des questions de la violence, mais aussi des langues et de la traduction. Mercredi 3 juin 2026, Marc Crépon était invité à la librairie Ombre Blanche pour la présentation de son livre « Régression, des temps sombres à venir » aux éditions Verdier. Il y analyse les multiples formes de régression qui guettent aujourd'hui les sociétés démocratiques, au risque de les faire basculer dans un régime autoritaire qui sacrifierait les uns après les autres les droits et les libertés que la démocratie est censée garantir. Un bilan alarmant des régressions des règles du droit international, sur l'abolition de la peine de mort, sur l'indépendance des médias, le contenu des bibliothèques, le droit des femmes, l'avortement, mais aussi la demande incessante de durcissement des lois de l'immigration. La rencontre était menée ici par Régis Thomas. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Marc Crépon, bonsoir. Merci Bonsoir. beaucoup de venir nous présenter cet ouvrage, votre dernier ouvrage, Régression. C'est un ouvrage en date, je précise. Voilà. Vous avez été directeur de recherche au CNRS, vous avez été directeur du département de philosophie à l'École normale supérieure. Vous avez publié une trentaine d'ouvrages, des ouvrages sur des philosophes comme Nietzsche, Derrida, on y reviendra peut-être, sur la question des langues, notamment avec Langue sans demeure en 2005, des ouvrages sur la démocratie, avec notamment Élection de la démophobie en 2012, mais aussi et surtout des ouvrages sur la violence avec 7 leçons de violence parues il y a maintenant 2 ans. Voilà. Les 7 leçons sur la violence, c'était en 2024, oui, c'est ça. Voilà. Alors, d'ordinaire, dans une rencontre, une des premières questions que le modérateur pose, c'est sur l'origine du projet, du livre, et par rapport à toutes les thématiques que vous développez, que ce soit le droit international, que ce soit le masculinisme, je dirais qu'il ne suffit d'ouvrir un journal ou d'écouter les informations pour comprendre ce qui a pu motiver un ouvrage tel que le vôtre. Néanmoins, est-ce que vous pourriez nous parler de l'origine de cet ouvrage, de la confection de cet ouvrage ? Oui, bien sûr. D'abord, merci de votre invitation. Je suis très, très heureux d'être là, d'être à Toulouse et à la librairie Ombre Blanche, qui est quand même un des phares de la librairie en France. Alors, j'ai un régime très particulier de travail, c'est que les livres que je publie sont directement issus de mes cours. En fait, mes cours sont écrits à l'avance, à la virgule près, comme des livres. Et mes livres sont aussi des cours, ce qui leur donne une vraie lisibilité et ce qui, en même temps, les astreint à un grand effort didactique, pédagogique, pour que tout le monde puisse s'en emparer. Et donc le livre précédent et le cours précédent s'intitulait « Le spectre du nationalisme ». Et le spectre du nationalisme consistait dans le fond à essayer d'aller chercher les grandes voix qui, dans les années 30, nous avaient avertis, alertés de ce qui menaçait l'Europe, qu'on n'a pas suffisamment entendu, qu'on n'a pas toujours su, en tout cas, entendre. Et la question était, l'un des fils conducteurs du livre était de se demander comment ces grandes voix devaient être réactualisées et réinvesties pour penser ce qui nous attend, ce qui nous menace, ce qui nous inquiète. Régression, c'est en quelque sorte la suite, même s'il n'y a pas besoin d'avoir lu Spectre du nationalisme pour lire Régression. Et Régression, c'est un séminaire qui est aussi issu d'abord d'un constat empirique très simple, posant régulièrement la question à mes enfants, à leurs amis, à mes propres amis, à des gens, bref, de plusieurs générations, de savoir comment définiriez-vous votre époque ? Quel est pour vous le trait fondamental qui définit votre époque ? Et de quelque génération qu'ils soient, quel que soit même leur milieu,
ils disent tous, on a quand même l'impression de vivre une formidable période de régression. C'est-à-dire que quand on a grandi dans les décennies qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous avons eu le sentiment de vivre quand même une période de formidables avancées en termes de droits, de liberté, de protection. Ça vaut aussi bien du droit international, des grandes règles du droit international. Ça vaut de toutes les grandes conventions internationales qui, par exemple, font du refus de la torture et de l'abolition de la torture un principe inconditionnel. Ça vaut de l'abolition de la peine de mort. Mais ça vaut aussi, par exemple, du droit des étrangers. Ça vaut des libertés académiques, des libertés de l'enseignement. Ça vaut également de grandes conquêtes dans le domaine des droits et des libertés des femmes. Donc nous avons vécu un certain nombre de décennies comme ça, marquées par ce temps de grandes conquêtes, d'avancées. Et lorsque nous regardions l'avenir, il n'y a encore pas si longtemps que cela, eh bien, nous pouvions être en désaccord sur le rythme et la façon dont ces avancées continueraient. Mais nous partions du principe qu'un certain nombre de droits, de libertés, de grandes conquêtes étaient acquises et que c'était ça, dans le fond, le travail de la civilisation, pas partout dans le monde, pas au même rythme, mais en tout cas en Europe et dans quelques autres pays au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous ne sommes plus tout à fait aussi sûrs. Ce qui nous semblait acquis nous semble moins absolument garanti. Et nous pouvons... moi, par exemple, je ne me suis jamais imaginé, il y a encore 15, 20 ans, que peut-être un jour je vivrais dans un pays où la démocratie serait un souvenir, où un certain nombre de principes fondamentaux définissant la démocratie ne seraient plus garantis et ne seraient plus assurés, où un certain nombre de violences dont je m'imaginais protégées pourraient revenir, pourraient être réactualisées. Eh bien, régression, pourquoi ce mot répond à notre inquiétude du moment? Parce que la régression, c'est pas la nostalgie du passé. La régression, c'est tout à fait autre chose. La régression, c'est la volonté de revenir sur des droits et des libertés qui étaient acquis. C'est-à-dire, c'est la volonté de relégitimer des formes de violence dont nous pensions que l'édifice des droits et des libertés acquis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale nous protégeait. Donc voilà un peu l'origine, c'est pour répondre à ces questions. Et puis je voulais m'intéresser, après le fait que ce soit scandé par différents chapitres, il y a des motivations diverses. Je voulais depuis longtemps faire un cours sur le droit international, la justice internationale, les grands principes du droit international et de la justice internationale. Je voulais le faire d'autant plus qu'ils n'ont jamais été autant remis en question que maintenant. On a quand même l'impression qu'un certain nombre de grands de ce monde ont jeté les règles du droit international, les cours de justice et les cours pénales, aux oubliettes de l'histoire, comme on jette le bébé avec l'eau du bain. Je voulais revenir aussi, ça parce que c'est un engagement personnel, indépendamment même de mon enseignement, je voulais revenir sur la torture. Et il y a effectivement, on va y revenir peut-être. Donc voilà, donc je me suis intéressé successivement à cette régression-là. Premièrement, les règles du droit international, la justice internationale. Deuxièmement, la question de la torture. Et puis, parce que je suis un enseignant, parce que je suis directement concerné par les libertés académiques, par le fait que l'une des grandes conquêtes, quand même, de l'enseignement au XXe siècle, c'est que dans des pays démocratiques, les enseignants peuvent faire les recherches qu'ils veulent, enseigner ce qu'ils veulent, et qu'en tout cas ne sont pas astreints à des contrôles du pouvoir de ce point de vue-là. Quant au contenu de leur recherche, quant à la nature de leur recherche, là aussi, ces libertés démocratiques, nous avons vu comment elles étaient menacées dans les universités américaines, nous avons vu comment elles étaient menacées dans la Hongrie de Viktor Orban, elles le sont aussi beaucoup en Inde. Et beaucoup de mes étudiants étrangers me racontaient un peu ça, ce qui se passait aux États-Unis, ce qui se passait en Inde, ce qui s'est passé au Brésil il y a quelques années, ce qui se passe en Argentine, ce qui menace de se passer au Chili, etc., sans parler de la Chine et de la Russie. Et donc je me dis, mais ça aussi, voilà quelque chose qui relève vraiment de ces régressions
Et donc, je vais m'en emparer. Et donc, c'est ça qui a scandé le séminaire. Et puis, il y a la question du sexisme, du masculinisme, dont nous allons parler. Là encore, c'est pas si loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, nous avons eu l'impression qu'avec le mouvement MeToo, dans le fond, les choses étaient réellement en train de changer, que dans le fond, on était en train de connaître un vrai mouvement de bascule, comparable à certains autres qui se sont produits préalablement dans l'histoire des femmes au XXe siècle. Et puis, c'était sans compter avec l'énorme retour de bâton, la puissance des réseaux masculinistes sur la toile, et le fait qu'aujourd'hui, dans le fond, en dépit de ces avancées qu'on avait pu attendre du mouvement MeToo, eh bien, là aussi, il y a une vraie forme de régression qui se manifeste sur la toile, qui consiste aussi à relégitimer des formes de domination et des formes de violence dont on croyait s'être défait. Voilà, je vous ai fait tout le temps du livre. Là, vous avez à peu près... Là, voilà. Mais vous n'avez que le plan. Non, voilà. Vous n'avez pas le livre encore. C'est pour vous dire ce qu'il y a dans Régression, pourquoi Régression. Et par rapport à tous les livres que j'ai faits, c'est certainement celui qui est le plus porté par l'inquiétude du moment présent. Et c'est une inquiétude en écho à celle des gens qui font, avec lesquels se fait le tissu de mon existence, à l'intérieur de l'école normale supérieure, mais aussi beaucoup en dehors, à la campagne, partout. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que d'abord, cette inquiétude-là, elle traverse les générations. Mes enfants sont très, très inquiets, par exemple, qui ont une trentaine d'années. Elle traverse les milieux sociaux. Donc voilà, donc je voulais répondre. En fait, c'est un livre, Régression, qui répond à cette inquiétude. Le sous-titre. Alors, le sous-titre, j'ai des regrets. D'abord, il y a eu des discussions avec mon éditeur, je me souviens. Il y en a un qui me dit, qui sont des gens formidables, je salue les éditions Verdier, parce que c'est vraiment, ça fait plusieurs fois que je travaille avec eux. C'est un grand bonheur de travailler avec eux. Alors, il y en a un qui me dit, mais d'abord, des temps sombres à venir. Non, ça ne va pas. On y est déjà dans les temps sombres. Je dis, oui, mais pas complètement. On a encore des grands espaces de liberté. On vit encore, quoi qu'on le pense, en démocratie. Ça peut être pire, ça peut être beaucoup pire. Donc ne confondons pas tout. Je déteste, par exemple, si on dit qu'en France, on vit en dictature. C'est pas vrai. Il ne faut jamais avoir su ce que c'est qu'une dictature ni vécu en dictature. Moi, j'ai vécu sous une dictature pendant 2 ans. Je pourrais vous en parler. Et il y a encore de la marge avant d'en être là où on est. Donc c'était bien des temps sombres à venir. Après, quand même, je vois souvent des gens, alors que j'ai fait comme ça un certain nombre de séances, je vois quand même des gens qui me disent, alors qui m'écoutent très, très poliment, puis qui me disent, mais quand même, non mais votre livre, là, il va me foutre le cafard. Alors je dis, non, c'est pas fait pour ça, parce que ce qui m'a fait très plaisir, c'est un journaliste de France Culture, ou France Inter, je ne sais plus, qui me dit le jour, ah mais votre livre, dans le fond, c'est un manifeste de résistance. Et ça me va. Parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai écrit, et c'est comme ça que je le comprends. C'est pas un chant du cygne désespéré. C'est vraiment, dans le fond, c'est un appel quand même, voilà, à la conscience, d'une part, à la mobilisation aussi, s'il s'avérait que nous devrions être de plus en plus mobilisés. Mais j'ai quand même trouvé un autre sous-titre après. Je me suis dit, bah oui, il y avait un truc, tu aurais dû l'appeler comme tu aurais dû dire Régression des temps sombres à conjurer. Et ça, les gens auraient dit, ouais, super, on va avoir des recettes pour conjurer les temps sombres. C'est quand même de ça qu'il est question, mais ce n'est pas le sous-titre. Il m'est venu trop tard. Voilà. Alors, à défaut de recettes, afin de comprendre tous ces phénomènes divers que vous avez évoqués, que ce soit le droit international, les violences faites aux femmes, vous proposez une classification dès le début du livre, entre les forces du jour, les forces de la critique et les forces de la nuit. Est-ce que vous pourriez expliquer cette classification, pardon ? Oui, je peux l'expliquer. Je vais l'expliquer de 2 façons. D'accord. D'abord, l'expression de force du jour, c'est une expression que j'emprunte à un philosophe qui, pour moi, est grande source d'inspiration, qui est aussi un philosophe édité par les éditions Verdier, même s'il est mort bien avant que les éditions Verdier existent. C'est le philosophe tchèque Jan Patočka, qui est une des grandes figures de la dissidence et qui est une des figures majeures de la philosophie européenne. Et il y a un texte que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Les essais hérétiques sur l'histoire », et à la fin des essais hérétiques sur l'histoire,
bien un chapitre intitulé « Les guerres du XXe siècle ». Et là, dans ce chapitre-là, à un moment, Jan Patočka s'en prend à ce qu'il appelle les forces du jour. Et j'ai mis longtemps à comprendre. Parce que je me disais, les forces du jour, c'est positif quand même. Le jour, la clarté du jour, c'est positif. Ce qui est négatif, c'est les forces de la nuit. C'est l'obscurantisme, c'est celle qui nous ramène dans la nuit. Et lui est très critique à l'égard des forces du jour. Et j'ai enfin compris pourquoi. Parce que les forces du jour, c'est celles qui ne voient pas la guerre venir. C'est celles qui s'endorment sur leur laurier. C'est celles qui considèrent que, dans le fond, tout va bien dans le meilleur des mondes. Que les droits et les libertés dont on dispose sont garantis à jamais. Que donc des droits et des libertés, ben oui, on en a assez comme ça, c'est très bien, et qu'on n'a qu'à s'en satisfaire. Je leur oppose les forces critiques. Et la bonne façon de les opposer, c'est effectivement l'attitude par rapport aux droits et aux libertés. Pour les forces du jour, il y en a assez, c'est très bien. C'est des forces qu'on dirait idéologiques et politiques relativement conservatrices. Voilà. Les forces de la critique, c'est les forces qui prennent acte du fait que, dans le fond, la démocratie, par rapport à tous les autres régimes politiques, est le seul régime qui ne se prétend pas parfait. Dans tous les autres régimes politiques, que ce soit des théocraties, dictatures militaires, systèmes autoritaires, il est considéré que dans le fond, le régime pourvoit absolument et intégralement aux besoins de la population. Et donc, tout est parfait. Dans les régimes, dans la démocratie, le propre de la démocratie, c'est de savoir que tout est perfectible. Donc ce qui définit la démocratie, c'est sa perfectibilité. C'est dans le fond de le fait qu'il y a toujours des avancées nécessaires dans le domaine des droits et des libertés, parce qu'il y a toujours des oubliés de l'histoire, parce qu'il y a toujours des injustices, parce qu'il y a toujours de la misère, et qu'on ne peut pas s'en accommoder, qu'on ne peut pas s'en contenter. Donc effectivement, la démocratie est perfectible. Donc ça, c'est les forces de la critique. Les forces de la critique, elles ont une double fonction. Elles ont celle, dans le fond, de prendre la mesure des avancées nécessaires dans ce qui concerne les droits et libertés, mais elles ont aussi comme fonction de prendre la mesure des risques, du péril, du fait que les droits et les libertés ne sont jamais acquis définitivement. Donc on sait très bien comment fonctionne le rapport entre les forces du jour et les forces de la critique, et ça fonctionne très bien, et ça fonctionne très bien en démocratie. Les forces de la critique sont celles qui poussent les forces du jour dans leur retranchement. C'est ceux qui vont aller leur demander d'aller plus loin. C'est ceux qui vont faire en sorte qu'on avance dans le domaine des droits et des libertés. Alors il y a une question qui n'est que suggérée dans Régression, mais dont j'ai parlé en cours et dont je parle. Il y a une question qui va très bien vous faire comprendre l'équilibre, la distinction entre force du jour, force de la critique et force de la nuit. C'est le droit à l'avortement. Le droit à l'avortement, dans les années 50, 60, 70, les forces du jour sont au Parlement. Les forces du jour, c'est les forces conservatrices qui gouvernent la France. Et qui donc sont extrêmement hostiles. Comme vous le savez, il y a une très grande réaction au droit à l'avortement. Les forces de la critique, c'est tous les mouvements féministes à ce moment-là, et pas seulement féministes, mais quand même majoritairement, essentiellement féministes, qui vont exercer une pression constante sur par plein d'actions symboliques que je ne vais pas rappeler ici, sur les forces du jour, pour, dans le fond, qu'elles fassent avancer la loi, c'est-à-dire que soit voté le droit à l'avortement. On pensait que c'était acquis. Donc voilà, c'était que l'affaire était réglée. Heureusement, c'est rentré en France dans la Constitution, mais ça n'est pas le cas partout. Qu'est-ce que c'est les forces de la nuit? Les forces de la nuit, elles incarnent, elles portent ce que j'incarne par la régression, c'est celles qui aujourd'hui veulent revenir en arrière sur le droit à l'avortement. C'est celle, autre grand exemple, l'abolition de la peine de mort, qui m'est encore plus familier, voilà, mais l'abolition de la peine de mort, une partie de l'opinion publique y est hostile, une partie du Parlement y est hostile.
Et puis, il y a quand même des mouvements abolitionnistes constants depuis des années, hein, qui poussent quand même à ce que la peine de mort soit abolie en France, comme elle le sera partout dans les pays de la communauté européenne, successivement les uns après les autres. Là aussi, qu'est-ce qu'on observe partout? C'est des formations politiques, des discours politiques qui réclament que la peine de mort soit rétablie. Et puis, troisième exemple, parce qu'il me tient à cœur, voilà, j'en ai dit un mot tout à l'heure, parce que c'est... voilà, moi je suis philosophe, je fais des cours, mais j'ai aussi une forme de militantisme qui est la mienne, et ma forme de militantisme est de militer contre la torture. Voilà, c'est ça, mon engagement dans la cité, il se fait autour de cette question-là. Mais la torture, c'est pareil, elle est encore pratiquée, elle est considérée comme légitime partout, et puis jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a le cinquième article de la Déclaration des droits de l'homme qui proscrit la torture. Comme vous savez, ça ne va pas l'empêcher, puisque 15 ans après, il y aura la guerre en Algérie, et qu'en Algérie, comme dans beaucoup d'autres endroits dans le monde, elle sera pratiquée, et que beaucoup de pays signataires de cet article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ça ne les aura jamais empêchés de pratiquer la torture. Et puis, quand même, ça ne va pas s'arrêter là, il y aura des grandes conventions qui vont être signées. Tout ça, c'est l'histoire que je raconte dans le livre, dans les années 70. Dans les années 70, dans les années 80, etc., des commissions créées, des commissions d'enquête, pour que, dans le fond, la torture soit de plus en plus perçue par les gouvernements, par les États, par les sociétés civiles, comme insupportable et intolérable. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, un grand sondage a été mené par l'ACAT, qui est... l'ACAT, c'est l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Avec Amnesty International, c'est le deuxième grand mouvement mondial de lutte pour l'abolition de la torture. L'ACAT a fait un sondage récent, un sondage glaçant. Un sondage glaçant qui consiste à demander, alors c'est un grand sondage avec des gens de plein de générations, de plein de milieux sociaux et de plein de niveaux d'éducation différents. Pensez-vous que dans certaines circonstances exceptionnelles, il est légitime de recourir à la torture? 35%. C'était 25% il y a 10 ans. C'est 35% aujourd'hui. Donc ça fait partie, pour moi, des voyants rouges qui s'alarment. Il y a quelques années, il se trouve que j'ai travaillé à un moment à l'École normale supérieure, fait un séminaire avec Robert Badinter. Et je me souviens un jour d'une promenade avec Robert Badinter le long du Luxembourg, pour repartir vers chez lui. Et on venait d'apprendre que dorénavant, s'il y avait en France un sondage ou un référendum pour ou contre l'abolition de la peine de mort, elle serait rétablie. Alors ça ne peut pas se faire parce que c'est dans la Constitution, etc. Mais donc voilà, donc c'est ça, ce sont ces signes-là que j'appelle des signes de régression. Je vous ai prévenu que mes réponses étaient très longues et que les philosophes, c'est toujours pareil, vous leur donnez le petit doigt, ils vous mangent le bras. Ça, c'est le principe. Il n'y a vraiment aucun souci, on prend vraiment plaisir à vous écouter. Alors, précisément sur la torture, vous avez une formule, c'est la déréalisation du mal, je répète, plutôt que banalisation du mal. Et ça, dans la lecture du livre, on sent que c'est un concept qui vous tient à cœur. Oui, ça me tient à cœur. C'est un concept qui revient assez régulièrement dans mes derniers livres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la déréalisation du mal? D'abord, c'est un pas de côté par rapport à ce concept qui est maintenant très très connu, qui est celui de Hannah Arendt, qui avait assisté au procès de Eichmann à Jérusalem, avait dit que dans le fond pour caractériser le comportement psychique de Eichmann, parlait de banalité du mal. D'où après l'idée de banalisation du mal, etc. Je trouve que le concept de banalité du mal est un concept qui a son intérêt et sa force. Je le trouve insuffisant et insatisfaisant, et donc je lui oppose le concept de déréalisation du mal. Qu'est-ce que ça veut dire, la déréalisation du mal? La déréalisation du mal, ça veut dire que c'est une façon de ne pas
voire de ne pas comprendre, de ne pas assimiler les effets du mal. C'est-à-dire, c'est un concept que j'ai utilisé dans mes analyses sur la violence. Et moi, ma méthode pour parler de la violence, à la fois dans des cas très concrets et puis dans des termes très généraux, c'est de dire la violence, on ne comprend rien à la violence si on commence à s'interroger indéfiniment sur ses causes, si on commence à leur chercher des justifications, etc. La violence, il faut la comprendre à partir de ses effets. Et j'ai cherché, est-ce qu'il y a un dénominateur commun qui nous permet de caractériser toutes les formes de violence, quelles que soient? C'est quoi le point commun entre les violences sexuelles et sexistes, entre les violences de guerre, entre les violences de masse, entre le harcèlement à l'école, quel est le dénominateur commun entre toutes ces formes de violence, les violences urbaines, etc. Et j'ai 2 critères pour ça. J'en ai trouvé 2 qui s'appliquent. Le premier, c'est que si on accepte l'idée que notre existence individuelle est un tissu de relations avec des vivants et des morts, avec des objets, avec un espace, etc. Donc que notre existence est relationnelle, qu'elle est faite de liens. Ce qui nous définit, c'est des liens qui nous sont propres et qui sont évidemment jamais tout à fait les mêmes pour 2 individus différents. C'est ça ce qui nous singularise, c'est l'ensemble des liens qui nous définissent. Ces liens, pour que la vie soit vivable, ils demandent qu'un minimum de confiance leur soit accordé. On a besoin d'avoir un peu de confiance dans l'espace qu'on occupe, dans l'espace qu'on traverse. On a un peu besoin d'avoir de la confiance dans les relations qui structurent son foyer, qui structurent son lieu de travail ou son lieu d'étude. On a besoin d'un peu de confiance avec les institutions, avec le gouvernement. Et qu'est-ce que fait la violence? La violence, elle détruit cette confiance, et donc c'est une attaque des liens. La violence, elle attaque les liens. Quand la violence fait irruption dans un couple, elle attaque le lien qui lie un homme et une femme, ou 2 hommes ou 2 femmes ensemble. Quand la violence fait irruption à l'école, elle attaque l'ensemble des liens qui définissent, qui structurent un espace scolaire. Quand les attaques terroristes se sont produites dans Paris, c'est tous les liens qui ont été détruits. Il se trouve que pour avoir beaucoup travaillé sur l'action du terrorisme, j'ai rencontré des victimes des attentats du Bataclan, vraiment dans les premières années qui ont suivi les attentats du Bataclan, donc il y a déjà une dizaine d'années. Qu'est-ce qu'ils racontent tous? Ils racontent tous qu'à un moment, leur vie était fragilisée, qu'ils ne pouvaient plus fréquenter les cafés, fréquenter les salles de spectacle, fréquenter les transports en commun, que même une promenade dans la ville était devenue compliquée, que même un dîner entre amis, que même, voilà. Et évidemment que les relations intimes même étaient fragilisées. Donc on voit bien, premier critère de la violence, la rupture de la confiance, qui est pour nous une modalité qui rend les liens vivables. La vie est vivable à mesure que nous pouvons accorder un minimum de crédit aux liens qui nous rattachent au monde, aux uns, aux autres, etc. Mais ça ne suffit pas. Il y a un deuxième critère qui est très important. Qu'est-ce que fait la violence? Qu'est-ce qu'elle fait au corps et aux esprits qu'elle attaque, qui en sont les victimes, etc. Dans le moment où la violence fond sur vous, que ce soit dans n'importe quel espace, intime, scolaire, professionnel, etc., vous êtes réduit au moment même où la violence vous tombe dessus à une chose. Vous êtes réduit à une chose sur laquelle s'applique la force. C'est-à-dire que tout ce que vous n'êtes et n'êtes pas, toute la richesse de votre personnalité, de votre individualité, de ce qu'on appelle votre singularité, il en est fait abstraction. Ça, c'est ce que j'appelle la réification. La réification, c'est la réduction de l'individu à une chose sur laquelle s'applique une force brute, indépendamment de sa volonté. Long détour, mais j'arrive. Qu'est-ce que c'est que la déréalisation du mal? La déréalisation du mal, c'est cet aveuglement qui fait que tout à coup, ces 2 critères de la violence vous échappent, que vous ne le voyez pas. La déréalisation du mal, je vais vous donner un exemple très simple. La déréalisation du mal, c'est des gamins qui ciblent une victime sur les réseaux sociaux, dans leur classe, dans leur école, etc., qui s'acharnent sur une victime, voilà, sans voir tout ce qu'ils sont en train de détruire. Donc, dans le fond,
la déréalisation du mal, c'est une certaine forme d'aveuglement à sa destructivité. Voilà. C'est le mari qui bat sa femme, qui bat ses enfants, qui lui fait vivre un enfer sur terre et qui pense tout simplement que oui, c'est juste qu'il a des sautes d'humeur, qu'il est un peu voilà, et qu'il peut trouver mille et un prétextes et qu'il ne voit pas ce qu'il est en train de détruire. Donc la déréalisation du mal, c'est l'aveuglement à ce qu'on détruit. Voilà. Alors, et la torture, quand c'est une jouissance, quand il y a un plaisir à torturer, etc., de la part des tortionnaires, et la torture, c'est la jouissance même de la torture qui est une composante évidemment que toute justification de la torture mine d'oublier. Mais il n'y a pas... La torture, elle est toujours en excès. La torture, c'est jamais juste pour obtenir un renseignement, etc., parce que dans la torture, il y a un plaisir à faire souffrir. Donc elle excède toujours sa finalité. Le moyen excède les fins. Voilà. Eh bien, pour que le moyen excède les fins, il faut ce qu'elle produit inévitablement chez les tortionnaires, c'est cette déréalisation du mal, c'est cette déréalisation de la destruction. Alors, dans cette analyse de la violence, la violence, ce n'est pas uniquement cette expression de la brutalité dont vous décrivez les différentes expressions, mais à cette violence, vous accolez aussi des cultures. Je pense à la culture de l'ennemi, la culture de la peur, la culture du mensonge. Il y a une culture de la violence. Oui, alors, oui, donc culture de la violence, c'est pas au sens où on va parler de la culture ou du temple de la culture ou même des institutions culturelles ou des industries culturelles. Culture de la violence, ça veut simplement désigner l'ensemble des mécanismes qui la cultivent, c'est-à-dire qui la produisent, qui l'entretiennent, qui la justifient. Et effectivement, dans ce livre-là, plus encore que dans le précédent, je montre comment les forces, ce qu'on appelle les forces régressives, ce que j'appelle les forces de la nuit, qui sont les forces qui portent la régression, et je pense à toutes les formes de national-populisme, de quelque genre qu'elles soient, etc. Elles ont les forces régressives, les forces de la nuit, elles ont toujours besoin de se fabriquer un ennemi. Elles ont besoin de désigner un ennemi. Elles ont besoin de faire en sorte que cet ennemi devienne un objet de peur. Que ce soit au nom de son orientation sexuelle, que ce soit au nom de la couleur de sa peau, que ce soit ses origines ethniques, etc. Il y a un certain nombre de critères d'appartenance qui le désignent aux forces régressives, aux forces de lui, comme une cible. Pour ça, il leur faut deux choses. Il leur faut d'abord le construire en objet de peur. Il leur faut ensuite le construire en ennemi. Et pour le construire en objet de peur et le construire en ennemi, il faut raconter plein de mensonges à son sujet. Et si vous regardez comment ça a fonctionné au Brésil, comment ça fonctionne en Argentine, comment ça fonctionne aux États-Unis, comment ça fonctionne en Russie, et je pourrais donner mille et un autres exemples, vraiment, voilà. Vous retrouvez toujours à l'œuvre ces trois cultures. Ces trois façons de faire avec un nom, avec une catégorie déterminée d'autres, avec un ensemble déterminé d'individus, de faire et de dire à leur sujet, qui les construisent, qui les fabriquent en objet de peur, à coups de mensonges et en figure de l'ennemi. C'est très important pour comprendre quelque chose, par exemple, qui, à mon sens, aujourd'hui, dramatiquement empoisonne la scène politique. Et qui l'empoisonne... Alors, je ne vais pas parler de la France. Parce que je suis absolument persuadé que tout ce que je raconte là, si vous avez envie de le transposer, vous saurez le transposer. Si vous n'avez pas envie de le transposer, eh ben, c'est votre affaire et ce n'est pas du tout la mienne. Donc, je ne veux pas rentrer dans des polémiques. S'il y a des questions, je répondrai.
sachez-le, et même sur les cas singuliers. Voilà, je ne parle pas du conflit israélo-palestinien. Il en est question dans ce livre, dans Régression, et j'en parle pas là, mais il en est beaucoup question dans Régression. Et s'il y a des questions, j'y répondrai. Mais ce qui empoisonne la scène politique aujourd'hui, c'est que normalement, en démocratie, on a des adversaires. On n'a pas des ennemis. On n'a pas besoin de faire de ces adversaires des ennemis. Donc l'entretien d'une forme de conflictualité permanente qui fait forcément de l'adversaire un ennemi, qui consiste à le dénigrer, qui consiste à utiliser à son sujet des propos délibérément ou systématiquement infamants. Comme ça se produit dans beaucoup d'endroits dans le monde, dans beaucoup d'espaces, eh bien, c'est toujours le signe que la culture politique d'un pays est en train d'être contaminée que l'exercice de la politique est en train d'être contaminé par ces trois cultures de la peur, de l'ennemi et du mensonge. Alors précisément, une des manières de lutter contre ce mensonge, c'est un concept très important dans le livre aussi, c'est la mémoire. Et voici comment vous parlez de la mémoire. La mémoire n'est pas une façon de retourner à soi ou de se retourner sur soi-même, mais une modalité essentielle de la vie avec les autres. Donc en quoi la mémoire est-elle d'emblée politique selon vous ? D'abord, je vais vous raconter une c'est très bref, hein, c'est probablement un des plus lointains souvenirs d'enfance que j'ai. C'était donc un grand-oncle né au XIXe siècle, qui était un érudit, mais qui en même temps était ingénieur des chemins de fer, je crois. Et un jour, j'étais adolescent, donc voilà, et il me dit, je lisais beaucoup, j'étais un lecteur, et il dit, tu sais, Marc, comme on raconte l'histoire au peuple, on les domine. Ça veut dire que, dans le fond, il y a une façon, il y a toujours une façon de s'emparer de l'histoire, de la raconter, d'en contrôler le récit, ou de se l'approprier, qui peut-être, ça n'est pas toujours le cas, justement, qui peut être un instrument de domination. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la mémoire, c'est pas seulement une affaire individuelle, parce que d'abord, notre mémoire, c'est toujours une mémoire partagée, c'est toujours une mémoire qui nous lie à d'autres, qui la partagent, donc nous sommes témoins d'un certain nombre d'événements. Voilà, ça c'est très très singulier quand on enseigne comme moi depuis plus de 40 ans maintenant. Il y a quelque chose de très singulier. D'abord, on voit les événements dont on a été le contemporain et dont nos étudiants ou nos enfants, par définition, ne le sont pas. Donc ça commence, par exemple, pour moi, là, ils ouvrent des yeux, donc je me dis, tant mieux, c'est qu'ils me voient plus jeune que je ne le suis. Mais là, quand je leur dis, oui, vous savez, la chute du mur de Berlin, l'URSS, les dernières années de l'URSS, j'ai très bien connu ce que c'était. Déjà, ça leur semble très très loin. Donc ils ne sont pas les contemporains, pas du tout. Mais maintenant, même le 11 septembre, même les étudiants, ils ne se souviennent pas du 11 septembre. Parce que le 11 septembre, c'est 2001. On est en 2026, quand ils ont 22, 23, 24 ans, ils sont nés après. Et même s'ils ont 29 ou 30 ans, ils n'ont pas aucun souvenir des attentats du 11 septembre. Donc ce que je veux dire par là, c'est que notre mémoire, c'est jamais une mémoire individuelle, c'est une mémoire partagée avec ceux qui en ont été les contemporains et qui ont pu les vivre de façon différente. Cette mémoire, donc nous portons différemment la mémoire de la deuxième moitié du XXe siècle, du début du XXIe. Cette mémoire, alors ça c'est une mémoire tragique. C'est une mémoire qui est faite, évidemment, beaucoup d'événements tragiques qu'il y avait avant la Seconde Guerre mondiale. Ça, je vous rassure, je ne suis pas contemporain. Après, il y a eu la guerre d'Algérie. Je suis vraiment arrivé à la toute fin, donc je ne me considère pas contemporain. Puis après, il y a eu tout le reste. Donc il y a quand même notre mémoire collective. C'est toujours une mémoire qui intègre quand même la dimension la plus tragique de l'histoire.
c'est aussi que quel que soit le monde auquel nous appartenons, la société à laquelle nous appartenons, il y a toujours des pages sombres. Voilà. Il y a toujours des pages sombres. Et donc, la différence entre un régime démocratique et un régime non démocratique, c'est que dans un régime démocratique, l'État n'intervient pas, n'est pas censé intervenir dans... Il intervient à la marge, mais il ne s'approprie pas intégralement la gestion de cette mémoire. Il ne le s'approprie pas intégralement. Évidemment qu'il y a aussi une part de mémoire collective qui est organisée par l'État, les commémorations, etc. Moi, je fais partie depuis maintenant bientôt 10 ans du comité mémoriel mis en place par le président de la République pour savoir comment assurer la mémoire des attentats terroristes en France. Bon. Voilà, donc ça veut dire, voilà, là, en ce moment, nous avons organisé un travail de mémoire sur ces événements qui se sont produits en 1914, 1915, en 2015, etc. Donc il y a une dimension de la mémoire qui a toujours été de la responsabilité des États, hein, les musées, les expositions, etc. Et encore pas toutes les expositions, mais elle n'est pas... mais l'État ne s'approprie pas intégralement la gestion, l'organisation, le cadrage, voire la censure de la mémoire collective. Quand Viktor Orban est arrivé au pouvoir en Hongrie, la première chose qu'il a fait, c'est reprendre le contrôle sur les instituts de recherche, sur l'organisation de la recherche, sur l'organisation de l'enseignement supérieur. On ne pouvait plus enseigner ce qu'on voulait, on ne pouvait plus faire des recherches qu'on voulait, et il y avait des dimensions entières de l'histoire qui passaient à la trappe, qui étaient redonnées. J'ai lu, Madame sur Botlef, Donald Trump. Vous avez raison, il est exemplaire. Mais j'en ai un autre dans la même catégorie que lui, il y en a plein. Vladimir Poutine, je rappellerai quand même, tout le monde le sait ici, je rappellerai quand même que 2 mois et demi avant que ne soit déclenchée l'offensive en Ukraine, hein, le 24 février 2022, Vladimir Poutine a définitivement réglé ses comptes à l'association Mémorial, qui était chargée depuis des décennies de faire un incroyable travail de mémoire dans le moindre des villages pour retrouver, pour documenter tous ceux qui avaient été, pas seulement ceux qui étaient morts à la guerre, mais tous ceux qui avaient été victimes de la terreur stalinienne et des crimes de Staline. Donc, effectivement, que la nécessité d'avoir, dans le fond, un libre usage, une libre pratique du travail de mémoire, et que ce soit dans un État une mémoire plurielle, c'est un critère fondamental de la démocratie. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a toujours... Les régimes autoritaires totalitaires procèdent toujours par une confiscation de la mémoire. C'est pour ça que dans le long chapitre, il y a un très long chapitre dans Régression qui s'appelle Musellement. La plus forte menace de régression que nous ayons, c'est le musellement. Musellement de l'éducation, musellement de la recherche, musellement des médias, musellement de l'opinion, musellement aussi des institutions culturelles, musellement de la presse, musellement des maisons d'édition, etc., etc. Eh bien, l'un des critères que je fais pour étudier cette question des musulmans, c'est de partir de l'écriture de l'histoire, justement, de l'écriture de l'histoire et de l'écriture de la mémoire. Notre rapport au monde, notre rapport à notre passé, notre rapport à notre pays, notre rapport au monde, notre être au monde, il est fait de tous les témoignages que nous recueillons de ce qui s'est produit, de ce qui se passe, de ce qui arrive dans le monde. On n'en prend pas suffisamment conscience, mais que serions-nous sans tous les témoignages qui nous parviennent de l'état de la société et de l'état du monde? Et donc notre rapport à l'histoire, il est fait de ces témoignages-là. Eh bien, ce que fait toujours un régime régressif, un régime qui met en œuvre tous ces musellements,
c'est le contrôle absolu des témoignages, le contrôle absolu de ce qui nous parvient et de ce qui est caché, interdit, censuré, etc. Alors précisément, cultiver la mémoire, c'est aussi, comme vous le faites dans le livre, rappeler ou simplement nous apprendre des événements historiques qui pourtant sont décisifs selon vous pour comprendre le présent. Vous développez notamment la guerre hispano-américaine 1898, dont vous dites que c'est, je vous cite, hein, un véritable tournant dans l'histoire du monde. Alors comment est-ce que cette guerre, qui nous est, nous en Europe, peu connue, a pu être annonciatrice comme ceci de l'ordre international tel qu'on le connaît aujourd'hui? Alors, je vais encore faire un détour, mais c'est pas grave. Hein. C'est absolument pas grave. Alors, moi, je suis un incroyable flâneur. Je suis un incroyable flâneur, c'est-à-dire que j'ai besoin, c'est mon sport, hein, j'en fais pas beaucoup d'autres, mais celui-là, je le fais. Donc, je vais, et il y a des lieux, il y a un lieu à Paris qui s'appelle le marché aux livres anciens, aux livres d'occasion, dans l'occasion, où je vais absolument tous les week-ends où je suis à Paris. Et donc, je flâne entre eux et je cherche des livres. Et un jour, le Collège de France vendait une partie de sa bibliothèque. Là, ça était arrivé sur une table. Et je vois un truc, un livre qui m'intrigue. C'est comme ça, il y a plein de choses dans... Il ne faut pas croire que les choses dont je parle, j'y réfléchis très longtemps à l'avance. Enfin, si, j'y réfléchis beaucoup, mais les livres que je vais solliciter, ils sont pleins, parfois faits de ces hasards, de ces rencontres, le fait que, tiens, ça me parle. Et alors, je tombe sur un livre du président Theodore Roosevelt. Pas Franklin Delano, hein. Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, qui s'appelle La vie intense. Ça m'intrigue, voilà. Je dis, tiens, je suis sûr que ce truc-là va me servir un jour. En plus, la reliure était belle, c'était pas mal. Bon. Hop, j'achète La vie intense en me disant, je sais, je le feuillette, il reste plusieurs années dans ma bibliothèque. Et puis, sachant que je voulais travailler sur la justice internationale, je ressors La vie intense, et cette fois-ci, je la lis crayon en main intégralement. Alors, Theodore Roosevelt est devenu président des États-Unis après l'assassinat du président McKinley en 1902. C'est le président McKinley et le président Roosevelt, c'est une phase dans l'histoire des États-Unis de présidence très, très interventionniste. En 1896, 97, 98, il y a de très fortes tensions entre les États-Unis et l'Espagne. Donc vous ne le saviez pas, mais il y a eu une guerre hispano-américaine. Il y a eu une guerre hispano-américaine qui ne s'est pas déroulée évidemment ni sur le sol américain ni en Espagne, mais qui s'est déroulée à Cuba et aux Philippines et dans l'île de Guam, parce que Cuba et les Philippines étaient des colonies espagnoles qui étaient accusées, il y avait des enquêtes, quand même de traitements inhumains, dégradants, de torture, de déportation, de cruauté à l'égard des populations locales, des populations autochtones. Donc ça vous explique pourquoi les États-Unis considèrent depuis lors que Cuba est une chasse gardée. Parce que c'est de là que ça garde. Donc il y a des incidents qui se produisent, il y a un croiseur américain qui, au large de Cuba, explose. Donc bref, il y a un certain nombre d'incidents qui font que les États-Unis déclarent la guerre à l'Espagne, qui va être une guerre éclair, évidemment, qui va se dérouler à Cuba et aux Philippines. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est un tournant? Parce qu'à l'issue de cette guerre, pour le règlement de cette guerre, va avoir lieu pour la première fois une grande conférence internationale de règlement de la paix. C'est-à-dire avant Nuremberg, avant toutes celles qui ont suivi, une grande conférence internationale. Et de cette conférence internationale, ce qu'on appelle les conférences de La Haye, vont sortir les premières grandes règles du droit international et aussi un certain nombre de règles du droit de la guerre. Et c'est absolument sidérant parce que quand vous regardez, alors pratiquement tous les signataires sont européens, sauf les États-Unis, le Japon, le Mexique, et un autre que j'ai oublié, États-Unis, Japon, Mexique, et ça va me revenir. Vous retrouvez tous les belligérants de la Première Guerre mondiale. Ils ont tous signé les conventions interdisant un certain nombre d'armes, un certain nombre de choses, etc., de pratiques, et l'usage d'un certain nombre d'armes. Et
Et moins de 15 ans après, enfin même pas, parce que c'est en 1907, la conférence de La Haye, 7 ans après, la Première Guerre mondiale va se déclencher et tout ça va être à nouveau... et toutes ces armes et toutes ces règles vont voler en éclats. Mais le président Roosevelt, quand il est vice-président, il écrit beaucoup de textes, il fait des interventions, des communications, qui donnent quand même, qui en appellent, comme ça, à un droit international. Sauf qu'en même temps, ce droit international n'exclut pas un certain nombre de visées expansionnistes, que le droit international ne s'applique pas à tous de la même façon et qu'on ne va quand même pas appliquer les règles du droit international aux Indiens, aux Philippins, aux Cubains, etc. Donc il y a un certain nombre d'exceptions que il justifie la colonisation, en même temps les empires coloniaux, et qu'en plus il y a un certain nombre de considérations très sexistes et virilistes. Et donc au début de ma réflexion sur le droit international, je me pose la question de savoir, compte tenu, si vous regardez par exemple aujourd'hui quels sont les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire qui le décide en fait, le droit international, je me suis demandé si dans le fond il n'y avait pas trois spectres qui hantaient toujours comme ça l'exercice de la justice internationale et le droit international, qui serait l'expansionnisme. Vous avez quand même aujourd'hui sur 5 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, il y en a 3 qui sont ouvertement expansionnistes. Les États-Unis, bon, il n'a pas encore conquis le Groenland, mais c'était quand même dans ses intentions. Il y a les États-Unis. Alors c'était incroyable ce chapitre sur Trump là. Il y a eu un peu question de Trump au début. Je devais toujours rajouter un paragraphe là jusqu'au dernier moment. Hop, faut quand même. Ah ben non, là attends, et ton livre ne sera plus du tout d'actualité si tu rajoutes pas quand même le nom du Groenland. Bon, j'étais très content de ça. Hop, au dernier moment, je le rattrape chez l'éditeur. Je dis écoutez là, peut-être faut que je rajoute 3 lignes sur le Venezuela quand même. Là peut-être. Après c'était trop tard. Après c'était trop tard. Et donc regardez, voilà, on a 3 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. La Chine, qui a des visées expansionnistes partout, à commencer par Taïwan. La Russie, n'en parlons même pas. Et les États-Unis. Donc, comme si dans le fond, ben oui, ça gangrénait d'entrée de jeu, ça faussait d'entrée de jeu, ça compromettait d'entrée de jeu le droit international. Et donc, il y a une grande réflexion sur l'ONU et le Conseil de sécurité de l'ONU qui traverse ce chapitre. Le racisme. Le racisme, oui, c'est pas ça, c'est même pas soit. Je vais pas rentrer dans les détails, mais si on regarde de près ce qui se passe en Russie, ce qui se passe en Chine avec les Ouïghours, ce qui se passe en Russie avec toutes les communautés d'Asie centrale, les États-Unis, n'en parlons même pas. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose comme ça. Et puis même si on regarde la façon dont se construit. Donc c'est souvent construit de la réflexion sur les relations internationales à partir du partage entre un axe du bien et un axe du mal. Quand vous regardez à quoi correspond l'axe du bien et à quoi correspond l'axe du mal, il est très difficile de ne pas reconnaître que quand même un certain nombre de présupposés de cet ordre-là sont à l'œuvre. Et puis le virilisme, ça c'est plus compliqué à analyser, mais j'y tiens beaucoup. C'est cette forme de chantage qui fait que, dans le fond, le virilisme, c'est l'un des nerfs du patriotisme. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'on doit être prêt à se sacrifier, à mourir pour sa patrie. C'est toute cette forme d'héroïsme qui va dévaloriser tout discours humaniste ou tout discours humanitaire au profit des besoins de la guerre. Et donc, par exemple, il y a des longs développements de Theodore Roosevelt contre ceux qui s'étaient opposés à la guerre de sécession et contre ceux qui s'opposaient à l'occupation des Philippines et à l'occupation de Cuba, en les traitant de femmellettes. Parce que les États-Unis, avec la guerre d'Espagne, ils ont fait quand même... ils ont fait un truc auquel on est très habitué depuis quand même, c'est qu'ils ont libéré Cuba et ils ont libéré les Philippines du joug espagnol, mais ils sont restés. Et ils ont considéré que les Cubains et les Philippins n'étaient pas capables de se gérer eux-mêmes parce que c'était un peuple inférieur. Donc c'est tout ça qui transparaît dans les discours de Roosevelt. Donc ça, c'était pour moi, dans le fond,
Donc voilà, c'était une aubaine. J'étais tombé sur ce livre par hasard et que personne ne connaît, mais que tous les lecteurs de ce livre maintenant vont connaître. Il va avoir du mal à le trouver, ceci dit, hein, parce que et donc, c'était une aubaine parce que ça m'a donné le levier pour comprendre, dans le fond, ce qui mine le droit international et la justice internationale de l'intérieur. Le fait qu'il puisse y avoir 2 poids, 2 mesures. Le fait que les règles ne s'appliquent pas à tous de la même façon. Voilà. Alors, comme vous le disiez très justement au début de cette intervention, c'est un ouvrage de résistance face à toutes ces forces de la nuit. Et j'ai extrait un passage, il y a vraiment de très très beaux passages dans ce livre qui est très bien écrit, que je vais lire à présent et sur lequel je vous laisserai réagir après. Chaque fois que la mort règne en maître, chaque fois que l'image dévastatrice des désastres de la guerre ou de toute autre terreur fait irruption dans nos vies, et c'est désormais de façon continue, nous nous demandons à juste titre combien de temps encore nous pourrons préserver l'humanité qui nous reste, nous accrocher aux liens qui la définissent. La confiance que nous voulons leur conserver est pourtant la condition minimale qu'il importe d'entretenir pour ne pas sombrer. Dans quoi ? Dans cet abîme de nihilisme où s'engouffrent nos consentements meurtriers, toutes ces transactions calculées ou implicites que nous faisons avec la responsabilité de l'attention, du soin et du secours qu'appellent de partout et pour tous la vulnérabilité et la mortalité d'autrui. Tous ces crimes auxquels, avec un aveuglement ou une mauvaise foi confondante, nous nous acharnons à trouver des excuses, sinon de bonnes raisons, nous enjoignant d'en accepter la fatalité. Merci, merci beaucoup. Merci d'avoir choisi ce passage. Pour moi, il y a eu un enseignement et un livre matriciel, en fait, et dont je ne pensais pas que je resterais dedans depuis maintenant plus de 15 ans. C'est en 2012, le cours était en 2010, et j'ai des étudiants... Ah ben voilà. Ce livre s'appelle « Le consentement meurtrier ». Et dans le consentement meurtrier, ce que j'appelle consentement meurtrier, c'est dans le fond toutes les transactions que nous ne cessons de faire, que nous sommes contraints de faire, parce qu'on ne peut pas vivre autrement, toutes les transactions que nous faisons avec la responsabilité du soin, de l'attention et du secours qu'appellent de partout et pour tous la vulnérabilité et la mortalité d'autrui. Ça, c'est mon mantra. C'est-à-dire que vraiment, je crois, mais je crois très profondément, je ne peux pas renoncer complètement à l'idée qu'il existe un principe éthique universel. Voilà. Mais comment trouver un principe éthique universel qui ne relève pas d'une morale particulière, confessionnelle, culturellement déterminée? Et ce principe, c'est celui-là. Les relations interhumaines, après je reviendrai sur interhumaines, parce que les répressions interhumaines sont fondées sur la responsabilité du soin, du secours et de l'attention qu'appellent de partout et pour tous la vulnérabilité et la mortalité d'autrui. C'est-à-dire que il ne peut pas être éthique, je ne peux pas dire de celui-là, pour telle raison, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Dans le fond, la vulnérabilité et la mortalité m'importent peu. Donc, là, peu importe, puisque il m'est étranger. Donc en fait, ce principe-là, il consonne avec un principe bien plus ancien, qui est celui qu'on trouve déjà dans la philosophie des Lumières, chez Montesquieu. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Donc si je considère que rien de ce qui est humain ne m'est étranger, à ce moment-là, je dois reconnaître cette responsabilité. Cette responsabilité, elle est théorique, parce que dans l'exercice pratique, bien sûr que personne n'est à la hauteur de l'exercice de cette exigence théorique. C'est une responsabilité hyperbolique, c'est une responsabilité excessive.
C'est une responsabilité dont l'exercice n'est pas à la mesure de la finitude humaine, de la finitude de nos facultés, de nos forces aussi. Et donc, nous ne cessons de transgresser ce principe. Nous ne cessons d'être pris en défaut de cette responsabilité. Donc nous vivons, notre existence se produit, se déroule dans une sorte de fossé ou d'abîme ou de creux entre cette définition théorique de la responsabilité et son exercice pratique. Et habiter le monde, ça veut dire être pris dans cette contradiction, et ça veut dire inventer un certain nombre de gestes, de pratiques, de gestes, de pratiques déjà, de paroles aussi, qui pallient cette transgression, qui ne s'en accommodent pas, qui les refusent aussi, qui peuvent le refuser. Je peux, dans le fond, me révolter contre telle ou telle forme de malheur ou de misère ou d'injustice dont on me demande de m'accommoder. Consentement meurtrier, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est pas ça ne distingue pas des innocents et des coupables. Consentement meurtrier, même si c'est dur à admettre, c'est une modalité anthropologique de notre appartenance au monde. Ça veut dire que, de fait, par notre passivité, par notre indifférence, par notre incapacité, nous sommes conduits à nous accommoder de formes de violence dont nous savons dont nous acceptons, parce que nous n'avons pas forcément d'autre choix, dont nous acceptons de ne pas les combattre. Et donc voilà, c'est cette... je ne sais même plus quelle est la question. Il n'y avait pas de question. Non, mais si. Il y avait cette phrase-là. Et donc, je vous remercie parce que du coup, tout est venu de là. C'est-à-dire tous les livres qui se sont enchaînés, les 7 leçons sur la violence. Avant, il y a eu l'épreuve de la haine. Ensuite, avant, il y a eu aussi encore Inhumaines conditions, combattre l'intolérable. Il y en a un, celui-là, il a très bien marché parce que le titre était positif. Donc, les gens se disent, ouais, chouette, ça va. Il s'appelait Le désir de résister. Hein, voilà. Donc tous ces livres-là, dans le fond, ils suivent ils sont portés par ce principe éthique-là, parce que c'est comme m'a dit un ami philosophe l'autre jour, il m'a dit, mais dans le fond, tu ne t'en sors pas. Je dis oui, chaque fois je me dis j'arrête, non, j'en ai marre. Je vais vous raconter une anecdote maintenant là-dessus qui va beaucoup vous faire rire, c'est normal. J'ai une fille qui a 33 ans maintenant, et il y a quelques années, elle me dit, papa, mais franchement, papa, t'as vu les titres de tes livres, là, quand même, le consentement meurtrier, l'épreuve de la haine, là, on n'en peut plus, là, inhumaines conditions. Je dis, c'est très bien, ne t'inquiète pas, ma fille, ne t'inquiète pas, elle est là. L'an prochain, j'ai décidé, je vais faire une série de séminaires que je vais intituler Politique de l'amour. Je me dis, papa, non. Ça va être horrible. Ça va encore. Tu vas parler. Je suis sûr que si tu commences à t'intéresser à l'amour, tu vas parler de toutes ces déviances. Tu vas parler de l'emprise. Tu vas parler de la possessivité, de la jalousie. Ben, ça n'a pas loupé. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis, je me suis beaucoup préoccupé des violences de l'intime. Ça, voilà, il y a encore toute une histoire. C'est aussi le hasard de conversation avec des étudiants et des étudiantes au moment de l'affaire Matzneff. Et du coup, c'est devenu un de mes grands thèmes d'écriture et d'enseignement, les violences de l'intime, ce sont les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants, les violences. Et donc maintenant, il en est question dans la plupart des livres, et encore d'ailleurs dans celui-là, Réaction. Mais ça m'avait beaucoup fait rire qu'elle me dise, écoute, je ne sais pas, papa, si tu arriveras, compte tenu de ton tropisme, à t'intéresser quand même. Alors c'est pas vrai, parce que j'ai écrit un truc que j'ai pas encore publié sur Proust, mais c'est vrai que le fil conducteur de ma lecture de Proust, c'est la jalousie. Donc c'est quand même... Voilà. Et voilà. Mais j'ai un projet de livre que je ferai un jour. Mais alors c'est marrant, celui-là, je le diffère d'année en année, que je voudrais appeler Mes admirations. Dans tes admirations, tu vas être obligé à un moment de parler juste des... Et l'autre jour, c'était très touchant parce que je lui ai dit... J'étais à Fribourg, en Suisse, et là, je faisais une conférence sur Martin Luther King devant 200 lycéens.
Et alors, évidemment, Martin Luther King, donc il était question de l'apartheid, enfin pas de l'apartheid, de la lutte pour les droits civiques, de la répression, etc. Et à la fin, il y a une lycéenne qui prend le micro et qui me dit, mais quand même, hein, on voit bien que vous avez une vision assez sombre, hein, de l'humanité, du monde, de l'histoire. C'est un peu tragique. Est-ce que vous pourriez nous donner quand même des raisons de je sais pas, d'optimiste. Je lui ai dit, oui, je vais vous donner plein de raisons de s'émerveiller dans le monde. Je dis, il y a plein d'émerveillements. Ma vie est peuplée d'émerveillements. Une naissance, c'est un émerveillement. Toute naissance, c'est un émerveillement. Ça, parfois, alors évidemment, j'ai envie de dire que parfois, ça tourne très mal après. Mais je suis pas... Mais une naissance, un amour naissant, l'amour, l'amitié, une amitié tout à coup qui est... voilà, comme celle de Montaigne et la Boétie, parce que c'était moi, parce que c'était lui. Donc, un paysage, une promenade, on peut avoir des émerveillements artistiques, on peut être tout à coup muet, bouleversé d'émotions devant un film, et pas seulement parce qu'il parle des tragédies de l'histoire. Même si cela, on est assez plus facilement bouleversé. Mais voilà, donc Régression, c'est un livre très optimiste. Parce que la fin de Régression, ça s'intitule Basculement, et c'est une conclusion qui alerte. C'est une conclusion qui alerte sur tous les voyants rouges auxquels il faut porter attention et qu'il ne faut pas laisser sans protester, sans alerter et sans réagir. Bien, nous allons basculer maintenant avec les questions de la salle. Et monsieur, déjà. Oui, merci pour cet exposé. Si l'on s'accorde sur votre définition de la régression, cette période de régression, qui concerne, comme vous l'avez dit, aussi bien, je dirais, la sphère politique, enfin, les gouvernements que le peuple lui-même. Enfin, vous avez fait référence au sondage sur la peine de mort, par exemple. Et ce mouvement qui semble aussi ne pas avoir de frontières. Enfin, encore que peut-être que vous avez des observations là-dessus. Vous le situez comment temporellement? Enfin, vous le faites partir à partir de quand? Enfin, cette période de régression. Je n'ai pas fini. Non. Vous avez raison, voilà. Donc, à partir de quand on peut dire qu'on entre dans cette période de régression, et surtout quelles en sont les causes? Pourquoi, disons, à un moment donné, alors que il y avait quand même beaucoup de gens dans le monde, en tout cas en Occident, qui croyaient à l'idée de progrès. Pourquoi, en fait, on a au moins le sentiment, ou même le constat, disons, de cette régression. Enfin, pourquoi donc Alors, merci de c'est une très belle question qui va me permettre de préciser deux choses. Il y a d'abord, il y a un genre philosophique, il y a un genre qui est, depuis au moins le XVIIIe siècle, qui est ce qu'on appelle les caractéristiques du temps présent. Et donc le livre Régression, dans un certain sens, il se présente comme une caractéristique du temps présent. Il répond au constat que beaucoup de gens font, qu'ils ont l'impression de vivre dans une période d'incroyable régression. C'est la configuration des forces du jour, des forces de la critique et des forces de la nuit. Elle est essentiellement contemporaine et très contemporaine. Parce que pendant très longtemps, les forces de la nuit étaient, dans le fond, elles n'ont jamais complètement disparu, mais elles étaient relativement inexistantes sur l'échiquier politique, ou en tout cas très minoritaires. Elles n'étaient pas aussi triomphantes qu'elles le sont aujourd'hui, et donc le débat se faisait vraiment entre forces du jour et forces de la critique. C'était quand même cet équilibre-là, et on a grandi, dans les années 60, 70, 80, et même au-delà, dans cette configuration-là. Mais là où... Vraiment, je vous remercie de poser cette question-là. Parce que les forces de la nuit, leur force, la force des forces de la nuit, la puissance des forces de la nuit, leur triomphe, leur séduction, elle ne vient pas de nulle part. Elle ne vient pas de nulle part.
Et l'intérêt de cette tripartition, force du jour, force de la critique et force de la nuit, c'est qu'elle permet vraiment de désigner ce qui a manqué aux forces du jour pour éviter, dans le fond, qu'on en vienne là. C'est-à-dire que moi, je pense quand même que les gouvernements qui se sont succédés depuis plusieurs décennies, qui ont été chaque fois déceptifs, qui ont été décevants, portent une large part de responsabilité. Dans le livre Le spectre du nationalisme, il est beaucoup question de l'Europe. C'est aussi un livre sur l'Europe. Et je me suis beaucoup demandé, parce que ça ne vous aura pas échappé, ces forces de la nuit agressives, elles ont souvent aussi, en Europe en tout cas, comme cible, ou en tout cas la communauté européenne. Et ça marche. Et qu'est-ce qui a manqué à la communauté européenne, aux institutions européennes, pour que, dans le fond, l'Europe ne devienne pas le bouc émissaire de toutes les forces de la nuit. Et j'ai 2 regrets sur l'Europe. C'est premièrement, je pense que l'Europe, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, compte tenu aussi de l'état dans lequel était l'Europe, aurait dû s'entendre sur un grand programme commun de justice sociale. Et que ce qui a manqué à l'Europe, c'est un grand programme de justice et de réforme sociale. Et donc, ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, ce que je pense aussi, c'est, alors voilà, je sais, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec moi, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un cancer qui ronge l'Europe, et pas seulement l'Europe, mais aussi les États-Unis, qui est le racisme. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment pris la mesure au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une fois qu'on s'était débarrassé de l'hydre fasciste, que quand même, que le racisme devait être une préoccupation de l'éducation, que ça aussi, ça devait faire l'objet d'une politique européenne commune. Donc pourquoi ? Parce que ça aurait évité que systématiquement, face à la première... parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est que dès que ça va pas bien, sur un plan économique et social, ben, il y a 2 boucs émissaires, il y a l'Europe et les étrangers. Bon, et ça, c'est un peu partout comme ça. C'est un peu partout comme ça, en Europe. Donc, et pour moi, il y a eu quand même un signal d'alerte. Il y a eu un grand signal d'alerte, et ça, et qui nous a... tous occupés l'esprit, c'était le mouvement des Gilets jaunes. Et le mouvement des Gilets jaunes, on peut en penser ce qu'on veut, et on peut penser aussi ce qu'on veut de ces débordements, de ces excès. Il y a eu tout un tas de choses qui n'étaient pas du tout acceptables aussi. Pour quelqu'un qui est aussi radicalement opposé à toute forme de violence que je le suis, il y a évidemment il y a eu des limites à un moment dans la façon dont je pouvais accompagner son... Mais je trouve qu'il y avait quelque chose de très très fort dans ce mouvement, et en tout cas une leçon qui aurait dû être entrée, c'est que c'était, dans le fond, l'idée assez transversale qui traversait beaucoup de couches de population, qu'on n'était pas entendu, qu'on ne se souciait pas de nous, qu'on était, nous pas les premiers de cordée, mais les derniers de cordée, qu'on était les oubliés de l'histoire, etc. Et toutes ces choses-là, qui sont apparues après dans le cahier de doléances, ça aurait dû être quand même une formidable piqûre de rappel. Ça aurait dû être quand même un formidable... C'était un incroyable voyant rouge. C'était de dire que si on ne fait rien pour tous ceux qui se sentent les laissés pour compte du progrès, de la modernité, etc., à un moment, une brèche va s'ouvrir et ils s'engouffreront dans la brèche. Mais je vais juste dire une phrase. Je vais juste vous dire une phrase. Il y a une phrase du philosophe Michel Foucault. Alors celle-là, j'ai déjà mise en exergue et elle revient très souvent comme un leitmotiv dans mes différents livres. C'est presque un shibboleth que je lasse. Michel Foucault, il dit quelque part, le malheur et la misère des hommes ne doit jamais être un reste muet de la politique. Alors la raison, après on peut disserter dans 2 heures là-dessus, mais la raison, elle est peut-être là. Peut-être qu'il y a du malheur et de la misère dont les forces du jour ont fait un reste muet de la politique. Voilà. Que quand on atteint des niveaux de chômage, quand on atteint des niveaux de tout ce que vous voulez, qu'on voit, de précarité, etc., il est inévitable que
Voilà. Moi, je voulais, quand vous avez parlé au début de force du jour, force de la nuit, Et et force de la critique. vous avez cité par exemple l'abolition de la peine de mort, vous avez cité le droit à l'avortement. Il y a un autre mouvement qui me tient à cœur parce que j'ai atteint un certain âge, c'est le mouvement actuel pour le changement de législation sur la fin de vie. Or, on voit vraiment les forces de la nuit qui sont là. Ouais. Et qui attendent, on a l'impression qu'ils attendent que le Front National soit là, enfin le Rassemblement National, le Front National c'est pareil, soit là pour enterrer ça. Qui font de la procrastination pour que ce soit le Front National qui enterre ça, qui finalement, ça n'a jamais lieu. Alors, Donc ça me semble un combat qui est proche de celui pour le droit à l'avortement, sauf que la différence c'est que les féministes des années, quand elles avaient 20 ans, étaient beaucoup plus combatives que les vieux actuellement. Hein, donc pratiquer des avortements clandestins, etc., tout ça, et vraiment manifester. Alors que les vieux actuellement, ils ne manifestent pas forcément beaucoup. Alors, je vais vous répondre. Merci beaucoup pour cette question-là. Alors, je vais vous répondre. Il y a deux, et il y en a une autre d'ailleurs. Le philosophe n'est pas omniscient. Moi, je ne suis pas omniscient. Donc là, je parle de choses. C'est énormément de travail. C'est des milliers d'heures de travail pour arriver à écrire sur la torture, sur la justice internationale, sur toutes ces choses-là. Mais je souscris entièrement à ce que vous dites. Mais voyez, pour s'aventurer, pour parler sur les lois de la bioéthique, pour parler de cette question de la fin de vie, je ne dis pas que je ne le ferai pas un jour. J'aimerais beaucoup le faire, en réalité. Mais ça demande... Alors, il y a plein de gens qui le font. J'ai des étudiants qui le font. Il y a des gens autour de moi qui le font, et qui le font même plutôt bien. Et donc c'est pas du tout dans mon esprit le fait que ça n'est pas un lieu de formidable régression possible. C'est vraiment, on va dire, voilà, par une sorte de modestie intellectuelle qui fait que je ne veux pas m'emparer d'une question. Pour le faire, je le ferai peut-être un jour, mais ça demanderait beaucoup, beaucoup de travail. Et l'autre question comme ça, et là je tourne autour parce que ça me préoccupe beaucoup, ça me tient à cœur, puis là j'ai des étudiants très, très engagés aujourd'hui, c'est les questions environnementales. C'est les questions environnementales, alors elles vont être plus présentes dans le prochain, ce sur quoi je travaillais. Voilà. Ah, parce que je peux vous donner un scoop, je peux vous dire après régression la suite, que je suis en train d'écrire, qui sera le séminaire que je vais faire entre septembre. Qu'est-ce qu'on fait? Vous pourriez me poser la question. Qu'est-ce qu'on fait si demain on est confronté au triomphe des forces régressives? Alors mon séminaire de l'an prochain s'appelle Protester, alerter, désobéir, réflexion sur l'engagement. Voilà. Bien. Et ça me fait du bien. Mais vous n'avez pas lu le livre encore, hein, mais... Si, je pense. Encore. Avec plaisir. Parce que je suis très souvent mal à l'aise quand, dans ce genre de débat, des personnes veulent des raisons d'espérer. Ce mot « espérer » me met dans une colère noire. Et parce que j'entends des personnes qui ne supportent pas de nommer ce que vous avez nommé avec les forces de la nuit, et de nommer ce qu'on redoute, c'est-à-dire que l'extrême droite risque d'arriver. Moi, j'en suis certaine. Pour moi, il n'y a même plus de risque. Et parce que les voyants rouges y sont. Cet aveuglement m'énerve et je ne sais pas y répondre. J'avoue ne pas savoir y répondre. J'ai l'impression que les gens veulent des certitudes, de la puissance. Et moi, je suis en train de dire, on a de l'impuissance, il faut la reconnaître. Et je ne sais pas m'en tirer de ça. Alors, j'aime bien le mot « raison de s'émerveiller ». Mais il ne suffit pas pour dire « allez, on se bouge le cul ». Voilà. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je veux croire encore au levier de l'éveil, c'est-à-dire à l'éducation, aux interventions, au fait que voilà, tout simplement parce que si on renonce à l'idée que il y a quelque chose à dire, que ça vaut la peine de protester, que ça vaut la peine de manifester, que ça vaut que toutes ces actions-là, bien sûr, c'est peut-être des gouttes d'eau, bien sûr, ça va peut-être pas changer le cours de l'histoire. Mais ce que je sais, par contre, c'est que, alors, si on y renonce à ça, c'est vraiment le triomphe du nihilisme. Et là, c'est pour le coup que les consentements meurtriers s'empilent les uns sur les autres. Vous savez, c'est la définition que donnait Camus du nihilisme. Le nihilisme, c'est l'empilement des consentements meurtriers.
Merci beaucoup pour cet exposé qui est extrêmement stimulant. Et moi, la stimulation, je la reconnais dans ce manifeste justement de la résistance, dont on voit très bien que les forces de la critique s'adressent, vous les adressez, ces forces de la critique, finalement, leur destinataire, c'est les forces du jour, hein, surtout. Mais ma question, elle porte, est-ce que vous estimez, puisque vous avez beaucoup insisté, et ça m'a beaucoup intéressé sur l'idée que la violence apparaît à partir du moment où les liens sont rompus, où il n'y a plus de lien possible. Est-ce que vous envisagez comme possible, justement, que les forces de la critique s'adressent aux forces de la nuit, ou du moins aux forces du crépuscule, hein, parce que justement, il y a la question des États-Unis, il y a la question donc de l'Amérique à l'heure actuelle. Comment dialoguer, comment restaurer un lien ou entretenir un lien? Est-ce que ça a un sens ou pas du tout? Alors évidemment, hein, quand on est dans le sombre absolu, on est dans un état de guerre, hein, ou de conflit ouvert. Mais est-ce que dans un état justement qui est quand même largement celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui, où on est dans un crépuscule plus que dans une nuit noire, enfin bon, il y a la nuit noire, hein, mais voilà, est-ce que les forces de la critique peuvent s'adresser justement aux forces du crépuscule? Bien, les forces de la critique, oui, elles s'adressent aux forces du jour pour leur éviter de basculer du côté des forces de la nuit, parce que c'est ça le plus redoutable, c'est le basculement, c'est l'alliance des forces du jour avec les forces de la nuit. Bon. Qui peut se décliner de plein de façons. Lorsque, tout à coup, les grands géants de la high-tech aux États-Unis décident de se ranger comme une seule armée derrière Donald Trump, c'est un énorme point de bascule, quand même. Bon. Et je ne sais pas ce qui sera demain en France. Mais bon, je n'ose même pas l'imaginer. Mais donc les forces de la critique, elles s'adressent aux forces de la nuit. Les forces de la critique, elles s'adressent aussi à tous les indécis, à tous. C'est jamais aussi tranché que ça. Vous savez, si les uns ou les autres vous faites l'honneur et le plaisir de lire ce livre, vous verrez que la conclusion du livre, une fois qu'on a fait toute cette traversée, est très combative, et elle répond à une question possible, à une question qu'on m'a posée, qui est comment. Alors, je suis désolé, je vais être obligé de voir là. Vous m'avez fait incroyablement sortir du bois, mais c'est que je me sens en grande confiance, quelles que soient les opinions des gens que j'ai en face de moi. Et la question qui m'avait été posée, même par, je peux le dire, c'est par la Ligue internationale des droits de l'homme, qui me dit comment convaincre quelqu'un qui se demande si il ne va pas cette fois-ci voter pour l'extrême droite, comment le convaincre que voter pour ce parti ou un autre ailleurs en Europe, c'est pas essayer quelque chose qu'on n'a jamais essayé. C'est pas pourquoi est-ce que dans le fond pourquoi est-ce que c'est un saut, pourquoi est-ce que c'est une rupture, pourquoi est-ce qu'on change tout à coup de monde. Et il y a une chose que je dis toujours et c'est que dans le fond les droits et les libertés, on ne sait jamais à quel point on y est attaché tant qu'on ne vous les a pas supprimés. C'est le drame des droits et des libertés. Et c'est le drame des forces qui défendent l'attachement aux droits et aux libertés, c'est qu'on ne se représente pas. Ou alors il faut avoir une culture historique, littéraire, politique, c'est la mienne, qui est nourrie des expériences dramatiques du XXe siècle, des expériences totalitaires, etc. Et donc, la conclusion du livre répond à cette question-là. Comment les convaincre? Et donc, elle énumère, reprenant les différents chapitres de régression, elle énumère ce que je peux décrire soit comme des voyants rouges, soit comme des points de bascule. Et elle décrit très concrètement les effets de ce point de bascule. Donc, je pense que l'idée d'avertir, l'idée d'alerter, l'idée de montrer ce qui peut venir. Donc voilà pourquoi c'est des temps sombres à venir, des temps sombres qui pourraient venir. Voilà pourquoi c'est une tâche à laquelle il faut pas renoncer. Et voilà pourquoi moi j'aimerais beaucoup que mon livre soit lu, dites-moi d'autre, par des gens qui, dans le fond, ont un peu cette idée-là que peut-être on pourrait bien essayer, ils verront. Et ils verront, et ce qu'ils verront, c'est ce que je décris dans mon livre. Voilà.
Et, alors, je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais peut-être une dernière, et puis ensuite on pourra passer peut-être à un petit moment plus informel. Merci beaucoup. Je pense que j'aurais adoré vous avoir en professeur à l'université. Et il n'est pas trop tard, hein, je suis pas encore là. Mais, oui, là, il faut vous dépêcher, hein, parce que bientôt, il y aura péremption. Oui, mais j'ai terminé mon master il y a bientôt 2 ans, et en droit des libertés en plus, donc j'aurais vraiment adoré vous avoir. Et j'aimerais revenir sur le devoir de mémoire, puisque pour moi, le devoir de mémoire, c'est donner la parole à chacun, et c'est donc écrire l'histoire. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'effacement et de l'invisibilisation des femmes dans l'histoire? Et ça en vient à une autre question qui est, est-ce que l'histoire n'est pas, au final, écrite par les vainqueurs qui vont potentiellement biaiser l'écriture de l'histoire? Et alors, exactement, vous avez raison. Alors, vous avez raison sur tous les points. Vous avez raison, c'est pas parce que vous auriez aimé suivre mes cours que je vous dis ça, mais vous avez raison sur tous les points, parce que, prenons le premier cas, l'invisibilisation des femmes. Est-ce que l'invisibilisation des femmes, il y a aux États-Unis quand même une discipline qui a été créée qu'on appelle les gender studies. Les gender studies, contrairement à ce qu'on dit, ou les études féministes, comme il y en a aussi dans les universités, qui ont mis beaucoup de temps à se mettre en place, c'est pas, contrairement à ce que des gens veulent dire, uniquement une apologie de je ne sais quoi, de telle ou telle orientation sexuelle. C'est pas du tout ça. Les gender studies, justement, elles ont, dans une de leurs parties, elles interrogent précisément cette invisibilisation. Quand les universités américaines sont retombées sous contrôle de l'État, là, quand il y a eu cette énorme... Et c'est pas... Enfin, je ne veux pas utiliser vague de terreur parce qu'il faut se souvenir de ce que c'est que la terreur politique. Donc, mais en tout cas, cette vague de répression, de contrôle, qui fait quand même que les enseignants aux États-Unis se sentaient inquiétés. Bon. Eh bien, dans la liste des mots qui étaient proscrits des programmes de recherche, des sujets de tête, etc., il y avait ça. Féminisme, études féminines, genre, etc. Et la deuxième partie de la question, redites-moi parce que c'était très intéressant, mais comme je suis parti sur... c'était... Est-ce que l'histoire n'est pas écrite par les vainqueurs? L'histoire est écrite par les vainqueurs quand l'histoire, justement, devient une discipline qui échappe au contrôle absolu de l'État. À ce moment-là, vous avez une écriture plurielle de l'histoire. Vous avez une écriture plurielle de l'histoire et elle n'est plus écrite par les vainqueurs. Voilà. Donc ça, mais c'est un des énormes enjeux. L'exemple très simple, c'est qu'aujourd'hui, si vous regardez comment l'histoire de la Seconde Guerre mondiale est écrite partout où l'écriture de l'histoire est sous le contrôle de l'État, oui, à ce moment-là, c'est vraiment le point de vue des vainqueurs. Et juste une autre question qui, du coup, est liée, c'est est-ce que... à quoi sert d'écrire l'histoire si la société l'oublie et qu'il n'y a plus de devoir... Enfin, c'est pas qu'il n'y a plus de devoir de mémoire, mais on oublie et on n'apprend pas de nos leçons. Alors, il y a plusieurs... Voilà, parce qu'il y a plusieurs choses. Pourquoi... Il y a une question que vous posez, c'est pourquoi ne tire-t-on pas les leçons de l'histoire? Eh bien, pourquoi ne tire-t-on pas les leçons... de l'histoire, parce que les êtres humains ont la mémoire courte. Et je vais vous dire quelque chose. Alors ça, là où ça m'a sauté aux yeux, et je ne suis pas le premier à qui ça a sauté aux yeux, c'est en réfléchissant sur la torture. C'est-à-dire que quand vous voyez quand même ce que le peuple français a subi en matière de torture pendant la collaboration, pendant l'occupation nazie. Donc ça se termine en 44, 45. Et quand vous voyez que moins de 15 ans après, c'est-à-dire moins de 15 ans après, la torture a été ouvertement pratiquée en Algérie dans des proportions inimaginables, et qu'une grande partie de la population a été consentante, alors là, vous pouvez vous dire que oui, les leçons de l'histoire ne portent pas et que la mémoire est très courte. Mais si vous avez voulu, je termine sur une note super pessimiste, faut le dire.
Donc voilà, quand même, pourquoi est-ce que je parle il y a une chose que je peux vous dire quand même bon, ou pas, parce que je vois que le livre est sur les tables aussi là. Moi, j'ai eu une expérience qui a été déterminante dans ma vie et qui a quand même structuré tout le reste. Et donc, toutes ces questions et toutes ces visions viennent quand même de là. J'appartiens aux générations qui devaient encore faire le service national. Bon. Et j'étais élève à l'école normale supérieure. Et en 87, il était temps de partir. Je voulais le faire dans la coopération. Je devais aller au Japon. Tout était prêt. Et au dernier moment, le ministère de la coopération, qui existait à l'époque, m'appelle. Je me souviens de me disant, écoutez, monsieur Crépon, voilà, on a changé d'avis. On va vous envoyer en URSS. Donc c'était la perestroïka, mais la perestroïka, elle mettait du temps à arriver dans les républiques périphériques. Donc c'était encore un pays totalitaire. Donc j'ai vu de l'intérieur, comme ça, j'ai passé 2 années de ma vie en URSS, entre 25 et 27 ans. Et donc j'ai vraiment vu, comme ça, de l'intérieur, ce que c'est qu'un pays sans démocratie, ce que c'est que l'éducation sous contrôle, ce que c'est que les maisons d'édition, les librairies sous contrôle, etc., etc. Donc ça, ce sont des thèmes qui m'ont marqué à jamais pendant ce séjour-là. Voilà. Et donc je tenais un journal, et ce journal que j'ai ressorti 35 ans après, et publié 35 ans après, qui était comme le Confident, parce que je ne pouvais rien raconter à personne, c'est celui qu'ont publié les éditions Verdier il y a 3 ans, que Colette Olive, qui est là, m'avait fait l'honneur et le plaisir d'accepter. Voilà, et dont j'en ai pas changé une virgule. C'était très très étrange comme expérience de retrouver à 60 ans le jeune homme qu'on était à 25 ans. Ça fait très 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 bizarre. Voilà. Marc Crépon, merci beaucoup pour ce passionnant échange. L'ouvrage de Marc Crépon, Régression des temps sombres à venir, est publié aux éditions Verdier. Chez cet éditeur, il est l'auteur en 2023 de Le Journal de Moldavie, 1987-1988, juillet 2022, où il fait part de son expérience et de ses réflexions sur le système soviétique. Marc Crépon a aussi publié chez Odile Jacob 7 leçons sur la violence en 2024, ou encore Le spectre du nationalisme en 2025. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche, mercredi 3 juin 2026, et réalisée et mise en onde par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.